Bonjour à tous, donc je suis Aurore Le Peintre, fondatrice de l'agence Aurore Boréal, qui est spécialisée donc en stratégie social média. Mon travail consiste donc à accompagner les entreprises, les collectivités territoriales également, les institutions, dans le développement de leur clientèle et même de leur chiffre d'affaires grâce à un outil, les réseaux sociaux. Donc on va parler principalement de Facebook parce qu'on n'aura pas trop le temps de parler des autres médias sociaux. Et puis Emmanuel Denis qui est venu m'accompagner, donc qui est chef de projet digital au groupe Batteur pour la marque Luc et Léa notamment, et qui témoignera donc sur une campagne de publicité Facebook qu'on a fait pour la marque, de façon à développer la communauté. Voilà. Alors l'agence, elle est située à Caen. Nous travaillons, comme je vous l'ai dit, pour différents types de clients, de la jeune entreprise innovante à l'institutionnel jusqu'au grand groupe. Notre activité vraiment, en fait, est intéressante pour un peu tout type de clients. Un peu plus tout ce qui est en B2C quand même qu'en B2B parce qu'il y a une transformation qui se fait un petit peu moins bien en B2B. Alors les réseaux sociaux, si on devait résumer pour ceux qui ne sont pas forcément adeptes, ou alors ceux qui sont adeptes mais plutôt d'un usage personnel, là on va parler plutôt des réseaux sociaux à titre professionnel. C'est plutôt un mode d'interaction sociale donc qui facilite l'échange entre les organisations et les clients, les internautes, les socionautes. 86% des internautes sont membres d'au moins un réseau social. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est très important pour les entreprises d'être présents pour capter leur attention et entrer en conversation avec ces prospects qui sont présents sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on va parler donc principalement de Facebook. Et on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont être importants. J'aime bien le rappeler parce que tout le monde n'est pas familier avec le vocabulaire de Facebook, notamment à titre professionnel. Donc on va parler de développement de communauté, puisque c'est là-dessus vraiment que se base notre activité à l'agence. C'est vraiment développer la communauté de la marque, dans laquelle on va pouvoir repérer ou même créer des ambassadeurs qui vont, eux, être vraiment d'une grande utilité, puisque ce sont eux qui vont principalement être moteurs dans le bouche à oreille positif de la marque. Bien sûr, ça va nous intéresser parce que cela va créer de la notoriété pour la marque et va l'aider dans son développement. Plusieurs autres éléments, on va parler de page Facebook professionnelle et non pas de profil personnel. Aujourd'hui, moi, j'accompagne toujours des entreprises qui, à un moment donné, se sont trompées et au tout départ dans leur stratégie, ont créé un profil personnel. Ce qui n'est pas une page professionnelle, n'est donc pas en accord avec les règles d'utilisation de Facebook et ce qui permet de passer à côté de pas mal d'outils si on crée un profil. On va bien sûr, lorsqu'on met en place une stratégie social média, essayer de provoquer un certain nombre d'actions, principalement 3 actions. Le j'aime, c'est-à-dire aimer une photo, un texte, n'importe quelle publication de l'organisation. Générer des commentaires, puisque les commentaires vont créer de la viralité, de l'échange et du lien avec la marque. Et les partages de façon là à ouvrir la communication de l'entreprise vers un autre public, les amis de nos propres fans. C'est-à-dire vraiment là s'appuyer sur la viralité du réseau social pour valoriser et dynamiser notre marque. Alors pourquoi être présent sur Facebook ? On va voir quelques éléments et quelques chiffres surtout. Surtout et principalement parce que vos clients et prospects sont sur Facebook. Que Facebook aujourd'hui nous annonce plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Ce qui nous intéresse principalement en général, ce sont les 26 millions de Français présents, dont 17 millions qui utilisent depuis leur mobile. C'est un chiffre grandissant d'année en année. Et aujourd'hui 11 millions qui se connectent chaque jour. Donc c'est également important puisque dans les 11 millions, il y a forcément notre cible. Et donc on va s'intéresser à ces personnes qui se connectent régulièrement, depuis leur mobile ou pas, et d'essayer de rentrer en contact avec eux pour valoriser notre marque.
Alors on le voit, les réseaux sociaux sont toujours en développement en termes d'inscrits, de utilisateurs actifs. On a beau entendre dire par-ci par-là que Facebook est en légère baisse ou autre, on voit que c'est pas du tout le cas. On n'a pas encore les chiffres 2014, mais il n'y a pas du tout de soucis. Il y a toujours de plus en plus d'inscrits, et on va dire que la tranche d'âge grandissante sur Facebook va être la tranche d'âge 40 ans et plus, qui est vraiment celle qui se développe le plus, étant donné que les classes d'âge en dessous sont déjà très présentes. Donc il n'y a pas de souci pour être présent, pour développer une stratégie digitale pour une enseigne qui a une cible de 30 ans et plus ou 40 ans et plus. On n'a pas de souci du tout en développement de communauté. Alors que font-ils ces gens, nous d'ailleurs? Que faisons-nous sur les réseaux sociaux? Eh bien, 74% des socionautes se connectent à leurs réseaux sociaux au moins une fois par jour. Donc ça nous intéresse en tant que marketeurs. Il y a plusieurs autres données par rapport à leurs usages, comme les 38% des socionautes français qui se déclarent être fans d'au moins une entreprise. Donc ça, c'est le fait de suivre une entreprise, une marque sur les réseaux sociaux. Et 50% le sont de plus de 5 marques. Et le sont consciemment, c'est-à-dire que ce sont des études sur lesquelles on se base sur les déclarations des gens. Aujourd'hui, moi, je fais toujours des petits sondages lorsque je fais cours à mes élèves en marketing, à savoir combien de pages vous suivez. La plupart me disent non, nous on suit aucune page, non. Et en fait, après réflexion, après vraiment leur avoir demandé, est-ce que vous suivez pas un artiste, une marque, un fast-food, votre jeu vidéo préféré, etc. Ils me disent ah oui, si, en fait, ouais, on en suit une dizaine, ouais. Donc on se rend compte que tout ça, ce sont des données déclaratives, mais qu'en fait, ça peut être un petit peu augmenté. 83% sont généralement clients des entreprises suivies dans les communautés. Donc ce qui va être important dans cette donnée, c'est aussi la façon dont on va animer une communauté Facebook. Chez certains de mes clients qui le faisaient eux-mêmes avant, on aperçoit un certain nombre de réflexes qui sont de parler souvent de ses promotions, d'avoir un discours très attractif, un petit peu comme si on avait un discours de prospection. Alors qu'on se rend compte que dans une communauté, on a près de 80% des gens qui sont déjà clients. Donc on va plutôt avoir un discours de fidélisation et d'échange avec ces personnes plutôt que de prospection et d'essayer de les attirer, parce que le discours va être pas forcément concordant avec ce qu'ils recherchent. Alors pourquoi les gens souhaitent être fans d'une marque sur Facebook? Ça, dans les tranches d'âge un peu plus âgées, les gens me disent oui mais non, les gens ils n'ont pas intérêt à suivre ma marque, je vois pas pourquoi ils suivraient ma marque sur Facebook, etc. Et souvent les gens ont tendance à penser que on va suivre une marque sur Facebook uniquement pour avoir du gratuit, de la réduction, voilà, parce qu'on souhaite des bons de réduction, etc., des jeux. On se rend compte que pas du tout. En fait, la première raison pour laquelle les gens rejoignent une page Facebook, c'est tout d'abord l'attachement à la marque. C'est vraiment parce que l'internaute, enfin le client, a un attachement avec cette marque, qu'il va vouloir suivre son actualité, etc., rentrer en conversation sur les réseaux sociaux. Donc on se rend compte que bien sûr les concours et les offres sont importantes, mais que quand même vraiment la première motivation, c'est l'attachement à la marque. Et on va essayer bien sûr de le développer. Alors après, plusieurs types de chiffres également. Bon, 86% souhaitent quand même une réduction commerciale une fois qu'ils sont dans cette communauté. Souhaitent également pouvoir donner leur avis. Vous allez me dire, c'est peut-être un gros chiffre, 83% qui souhaitent pouvoir donner leur avis, mais on est sur le pouvoir donner son avis. On n'est pas forcément dans le fait de donner son avis. Le fait de savoir qu'ils peuvent le faire sur votre service, votre produit, ils sont 83% à vouloir le faire. Bien sûr, 33% souhaitent profiter de jeux et d'applications, mais on voit encore une fois que c'est pas quand même le chiffre le plus important. Même si ce sera un outil très important dans l'animation de la communauté. 35% des socionautes ont posté un avis sur une entreprise, donc on se rend compte qu'un tiers de votre clientèle souhaite en tout cas vraiment déposer un avis, qu'il soit positif ou négatif. Bien sûr, moi, l'ensemble de mes clients ont vraiment la peur du commentaire négatif, mais on va s'apercevoir dans l'animation d'une stratégie
qu'il est assez rare en fait ce commentaire négatif, et plus on va avoir une stratégie bien en place, tu pourras nous en parler d'ailleurs, Emmanuel. Et aussi pas gênant. Voilà, et que voilà, ça s'assimile, le commentaire négatif, ou gênant, hein, il n'est pas forcément toujours négatif, parfois il est gênant, et parfois le client est pas prêt à l'entendre ou à l'accueillir, ce commentaire. On va voir que dans une stratégie de community management, on l'intègre vraiment et on apprend à y répondre, à le laisser visible, à ne pas avoir ce réflexe de le supprimer, ce qui peut générer de la frustration et chez la personne qui a mis ce commentaire et chez les autres personnes qui ont vu ce commentaire disparaître. Donc en effet, oui, on a pas mal de gens qui souhaitent donner leur avis, leurs commentaires plutôt positifs, et ça il faut s'en rendre compte, ça devient vraiment un usage. Bien sûr, 38% des socionautes prennent en compte les avis sur les réseaux sociaux avant un acte d'achat. Ça c'est un chiffre grandissant d'année en année également, ce qui nous permet d'utiliser les réseaux sociaux un petit peu comme comme le bouche à oreille, et d'essayer d'impliquer ce bouche à oreille. Et puis c'est également un outil d'attraction de nouveaux clients, puisque 16% des socionautes déclarent être devenus nouveaux clients d'une entreprise grâce à sa présence sur un réseau social. Encore une fois, ce sont parmi ces 16% des personnes qui sont conscientes d'être devenues clientes vis-à-vis de cette marque par rapport au réseau social, comme Facebook. On peut assez simplement sous-entendre qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas conscientes du fait d'être allées, tout simplement d'avoir acheté sur vente privée parce qu'une copine était tout simplement fan de la page Facebook, et c'est que comme ça, ils ont pensé à acheter sur vente privée. Bon, on n'a pas toujours conscience de ce type d'action, donc on peut se dire raisonnablement que ce chiffre est un peu plus élevé. Alors comment faire ? Souvent c'est d'ailleurs la question la plus importante. C'est oui, je veux bien aller sur les réseaux sociaux, mais comment faire ? Qu'est-ce que je vais dire sur mon entreprise ? À quoi ça va servir ? Est-ce que je vais vraiment avoir du contenu pour publier tous les jours ou tous les 2 jours ? Et de quoi je vais parler ? Donc ça, c'est vraiment les questions les plus importantes, en tout cas de mes clients. Et c'est là-dessus vraiment qu'on va les conseiller, les encadrer pour leur créer une stratégie. Alors, on va pas avoir le temps de voir des stratégies complètes, mais on va voir quelques exemples. Et avant ça, je voulais qu'on revienne sur la définition du community manager, puisque c'est lui qui va être en charge de la stratégie et de l'animation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un community manager ? On en entend beaucoup parler. C'est une personne qui va devoir construire et entretenir une relation qualifiée et durable avec la communauté. Donc, les internautes, les clients, comme vous l'avez vu, ils sont 80%. Sur les communautés, et les prospects. Donc ça se passe principalement sur les réseaux sociaux et pour le compte d'une marque, mais ça peut être une institution, une collectivité en marketing territorial, et toujours en cohérence avec la stratégie marketing. Vraiment, ça c'est important, on va vraiment l'intégrer comme un outil de la stratégie marketing globale. Alors, quels sont les enjeux pour les entreprises ? À quoi ça va nous servir de développer une stratégie social media ? Il peut y avoir plusieurs objectifs, il peut y en avoir qu'un. Enfin là, c'est quelques exemples. Donc on peut s'en servir pour développer la relation client, puisque bien sûr, on va avoir de l'interaction avec les fans. Elle peut servir à fidéliser également. Améliorer sa notoriété, bien sûr, ça paraît évident. C'est un des objectifs communs à tous mes clients. Développer une image dynamique et moderne. En effet, une entreprise présente sur les médias sociaux présente une image un peu plus positive, en tout cas plus moderne qu'une entreprise qui n'est pas présente sur les réseaux sociaux. Associer le client à l'amélioration de produits et services. Bon, ça, c'est dans une phase où on est déjà très à l'aise avec les réseaux sociaux, en tout cas pour mes clients. On va pouvoir utiliser la communauté pour améliorer son produit ou son service. Faire remonter de l'information, un petit peu comme on pouvait utiliser une boîte à idées auparavant. On va collecter de l'information de par notre communauté, et principalement, si on arrive à le repérer, les ambassadeurs, de façon à améliorer notre produit ou notre service. Que ce soit les heures d'ouverture, faire évoluer un produit, je ne sais pas si tu as quelques exemples. Alors nous, on a un exemple donc pour la marque Luc et Léa, qui est une marque de petite puériculture. On a demandé à
à nos fans Facebook de décider du petit mot doux qui était apposé sur la collerette de la sucette. Et de par toutes les propositions, on a lancé cette sucette. Et donc ça a été un réel succès. Donc effectivement, les fans Facebook peuvent être apporteurs d'affaires. Et ils ont été complètement intégrés finalement à la réalisation de ce produit. Et puis bien sûr, développer les ventes, puisque c'est ce qui nous intéresse quand même. On ne fait pas une stratégie si on n'a pas envie de développer les ventes, sauf quand on est en marketing territorial pour les institutions. Mais voilà, on va avoir cet objectif qui va arriver en dernier parce qu'on ne va pas l'atteindre tout de suite. Ça va être assez lent. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs types de comportements. D'ailleurs, vous allez peut-être retrouver votre entreprise dans l'un de ces comportements. On a bien les entreprises qui ne font rien, qui ne sont actuellement pas présentes, qui sont pas du tout à l'aise avec les réseaux sociaux, qui veulent pas trop en entendre parler. Je rencontre quand même assez souvent. Il y a celles qui écoutent et qui surveillent, qui regardent ce que font leurs concurrents, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a de l'interaction, ça marche pas. Il y a celles qui font de la publicité sur les réseaux sociaux. On n'est pas obligé d'avoir une page Facebook et une communauté pour l'utiliser en tant qu'outil publicitaire. Donc on peut clairement l'utiliser uniquement comme outil publicitaire et être une source de trafic comme on peut utiliser AdWords par exemple. Et puis il y a les entreprises qui ont des pages et de communautés complètement animées avec une vraie stratégie social média mise en place et qui en tirent vraiment les bénéfices. J'attire quand même votre attention sur plusieurs risques, bien sûr. On ne fait pas une stratégie social média sans qu'il y ait quelques risques. C'est la pollution. Tout simplement, le fait de se faire envahir sur sa page Facebook de commentaires qui sont pas du tout en lien avec votre activité, ou tout simplement de concurrents qui viennent publier, etc. Et le fait de ne pas avoir de community manager ou de personnes dédiées, tout simplement de se faire polluer sa page. J'avais un exemple il n'y a pas si longtemps que ça, d'une page Facebook d'une marque de cigarettes électroniques, avec beaucoup de magasins en France, qui pourtant avait à peu près 4000 fans, c'était une belle communauté, et on se rendait compte que sur les publications sur la page, il y avait quelques personnes qui n'étaient pas trop contentes. Oui, dans le magasin à Reims, j'ai pas été très bien accueillie, nanana, enfin un petit commentaire pas très agréable. Et on se rend compte que déjà, la marque ne répond pas, mais mieux que ça, le concurrent répond « Bonjour madame, vous auriez dû venir dans notre magasin, nous on vous accueillera avec plaisir ». Donc là, en effet, oui, c'est clairement de la pollution, et puis c'est aussi de la non-surveillance, parce que si la marque avait été la première à répondre et à essayer de gérer cette frustration du client, on aurait pu transformer le commentaire en quelque chose de positif, et il y a de grandes chances pour le concurrent, pour que le concurrent soit jamais venu poser son commentaire. Donc la pollution, l'égocentrisme de la marque, qu'est-ce que ça peut être l'égocentrisme de la marque ? C'est ce que beaucoup de marques font en pensant créer une stratégie social média, et ce qui est pas du tout évident à éviter, c'est tout simplement de ne parler que de soi, que de votre entreprise, tout le temps de votre entreprise, de ses portes ouvertes, de ses promotions, de ses super produits, et puis de votre équipe, etc. Donc on tombe dans l'égocentrisme de la marque, dans le sens où l'internaute qui suit votre marque, bien sûr, il a un fort intérêt pour la marque, mais on le verra avec Emmanuel, notamment avec Luc et Léa, qu'il est important de sortir du champ de la marque. C'est-à-dire parler d'autre chose, mais qui reste dans l'univers, en tout cas, de votre cible, de façon à garder son intérêt et à montrer que vous n'êtes pas uniquement là pour parler de vous. Et donc c'est quelque chose qui est assez délicat à éviter, et que lorsqu'on le fait en interne, en général, on est un peu tenté de parler tout le temps que de soi, parce qu'on a son directeur marketing qui nous dit qu'il faut communiquer là-dessus ou là-dessus, et puis parfois tout simplement on n'y pense pas, on ne pense pas à parler d'autre chose autour de notre marque. Et donc ça peut amener à un rejet par la communauté d'utilisateurs. Par exemple, des fois, quand je rencontre un prospect qui me dit « Oui, j'avais une page Facebook, mais moi, ça marche pas. Ça marche pas avec mon secteur d'activité, ça marche pas. » Et souvent, quand je fais un petit audit de sa stratégie, en effet, déjà, il était dans l'égocentrisme de la marque. Et en plus, il avait une communication bien trop commerciale. Et c'est absolument pas ce que recherche l'internaute sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est commercial, il va le trouver sur votre site internet, dans des mailings ou des choses comme ça. Sur les réseaux sociaux, il va chercher de la conversation, de l'échange,
Et donc forcément, on peut avoir des communautés qui ne fonctionnent pas, tout simplement parce que la stratégie n'est pas adaptée et ne correspond pas aux attentes. Donc que devez-vous faire pour mettre en place cette stratégie de community management? Tout d'abord, il vous faut réfléchir sur la stratégie avec un ou plusieurs objectifs. De quoi voulez-vous parler? Quelle est la culture de votre entreprise? Il faut vraiment réfléchir sur votre cible, votre positionnement et savoir ce que vous allez faire de cette stratégie. Bon, moi c'est mon métier, c'est plutôt facile. Mais des fois, quand on est la tête dans notre entreprise tout le temps, on a du mal à mettre en place tout ça. Il faut définir votre ligne éditoriale sur laquelle vous allez vous tenir tout au long de la conversation avec vos internautes, avec les internautes, votre communauté, pardon. Et donc, savoir sur quel ton vous allez leur parler, le tutoiement, le vouvoiement, etc. Un certain nombre de choses à définir de façon à ce que ce soit toujours la même empreinte, que l'internaute ne se sente pas perdu, notamment si vous avez plusieurs personnes qui prennent la main sur votre page. Donc c'est important de bien le définir. L'animateur de la communauté, bien sûr, il faut le définir ou les définir. Le temps alloué à cette stratégie, je travaille avec beaucoup de commerçants qui souvent me disent on essaie de poster 1 ou 2 trucs par semaine, mais bon, franchement, ça dépend du temps qu'on a. Voilà, c'est pas forcément au bon moment en plus, puisque ils vont se mettre à publier quelque chose après le service, par exemple, chose qui est totalement inutile, qui correspond pas du tout au bon horaire pour capter l'audience. Donc oui, le temps alloué à la stratégie va être très important. Qui s'en occupe et combien de fois, combien de temps va-t-il y accorder? Et puis bien sûr, par la suite, ce serait inutile de faire tout ça si on n'en mesurait pas l'impact. Autant les mesures quantitatives, donc le nombre de fans, mais aussi le nombre d'interactions, de j'aime, de commentaires, etc. Et puis une mesure qualitative. Alors ça, bien sûr, il y a plusieurs façons de le faire, notamment en analyse du lexique dans les commentaires souvent utilisés. Est-ce que les termes sont plutôt positifs, négatifs, la connotation? Et puis, vous pouvez faire tout simplement des sondages de façon à demander, de temps à autre, sonder votre population, votre communauté. Si je dois vous donner un exemple, pour l'Office de tourisme de Cabourg, régulièrement, à peu près 1 fois par an, on va demander aux internautes si vous aviez un mot pour résumer la ville de Cabourg, lequel serait-il? Et donc là, on va avoir pas mal de gens qui vont commenter, dire un terme, ne serait-ce qu'un mot, pour définir cette ville. Et puis on va se rendre compte que c'est totalement en cohérence avec la stratégie qu'on a élaborée depuis le départ, qu'on retrouve des termes très évocateurs, le romantisme, la belle époque, etc. Donc ça nous permet de nous rendre compte de l'image et de la cohérence de notre stratégie avec l'image souhaitée. Alors, en community management, je le note en gros parce que c'est vraiment important. Au-delà de parler de soi, il faut se mettre à la place de l'internaute et tout ce qu'on va écrire, publier, on va garder en tête qu'il faut susciter l'envie. Dans un texte, dans quelque chose qu'on rédige, on va toujours devoir susciter l'envie. Donc c'est pas évident, il faut tout le temps se dire est-ce que ça donne envie, ce que j'ai écrit, le visuel que j'ai publié. Même si c'était un visuel qui pour vous était habituel ou autre, vous allez quand même devoir toujours penser à ça. Est-ce que je donne suffisamment envie pour que les gens aiment, partagent ou commentent? Donc là, je vous ai mis un petit exemple client d'un nouveau client, donc le restaurant L'Archidona à Caen. Donc en effet, on va utiliser des visuels qui vont être plutôt attractifs. Là, en même temps, on donne l'idée du chef, on parle de la mayonnaise, donc voilà. Mais on aurait pu prendre une photo sombre, moins belle, etc. Donc on va s'attacher quand même à des visuels plutôt propres. Même si vous n'avez pas besoin de faire venir un photographe professionnel, vous pouvez prendre des photos quand même sur le vif, mais des visuels quand même attractifs. Donc là, on parle du stationnement dans la ville de Caen. On parlait tout à l'heure de l'égocentrisme de la marque. On est sur un restaurant. Mais un restaurant va aussi parler du stationnement gratuit dans la ville de Caen. Parce que ça intéresse les personnes qui viennent dans le centre-ville. Et on est en train d'essayer d'ancrer l'identité du restaurant comme un restaurant de centre-ville.
Donc on va surfer aussi sur ces idées, voilà, de façon à sortir de l'égocentrisme. Là, on parle pas du restaurant, mais de la ville. Ici, un visuel sur lequel on demande voilà, d'où vient l'histoire du restaurant, etc. Et on va bientôt parler de l'historique du restaurant et de son parcours, en tout cas. L'exemple de Cabourg, je vous en parlais. Donc en effet, ici, on va avoir une communauté très touristique, en fait, puisqu'on va essayer d'attirer les touristes, principalement les Parisiens de 30 ans et plus, puisque on doit bien définir sa cible hein, en allant sur les réseaux sociaux. Ici, l'objectif, en tout cas, c'était plutôt d'attirer les Parisiens, mais également de donner de l'information aux Cabourgeais sur ce qui se passe dans la ville au niveau de tourisme. Donc on a une belle communauté puisqu'on est le premier office de tourisme en Normandie en nombre de fans Facebook, donc devant Deauville et Honfleur. Donc on voit bien qu'une stratégie bien menée en tout cas porte ses fruits en termes de visibilité. Et puis on va dynamiser la communication autour de, par exemple ici, d'organisation de jeux concours, de façon à fidéliser la communauté, mais aussi recruter de nouveaux fans, avec des visuels qui touchent vraiment, qui restent vraiment dans l'image de Cabourg, de la mer, etc. Donc les jeux concours, on en parlait tout à l'heure, bien sûr, c'est toujours important. Et même si les gens ne sont pas là pour ça, les internautes apprécient toujours avoir des choses à gagner. Et donc c'est toujours un bon outil. Ici, par exemple, on va avoir des visuels tout de suite très évocateurs, susciter l'envie. Par exemple, un Parisien à son bureau, au moment où il consulte son smartphone, sur les coups de 11h30, parce qu'il a un petit creux, parce qu'il a une baisse d'attention. Imaginons, on est vendredi ou jeudi, il voit ce visuel, il se dit oh là là, c'est au mois de novembre, ça se passe à Cabourg en ce moment. Et ben on va susciter l'envie et potentiellement il va venir en week-end à Cabourg. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite faire, c'est passer de la communication à l'action de façon à les attirer. Bon, là on passe pas à l'acte d'achat, mais on devient voyageur, visiteur de Cabourg. Ici également. On sort un petit peu de l'égocentrisme de la marque, mais on parle quand même de nous, mais on va apporter une information, on va apprendre quelque chose aux internautes. Les internautes aiment bien apprendre des choses tous les jours. Ils consultent toujours des sites, de la presse, etc. pour apprendre de nouvelles choses, de l'actualité ou autre. Ici, on va seulement leur apprendre que le plan de Cabourg s'inspire d'un théâtre gréco-romain. Et vous voyez, on est pas loin de 300 j'aime et je ne sais plus exactement combien de commentaires. Et surtout, on a 55 partages. Si on prend en compte le fait qu'une personne a en moyenne 200 amis, on est à 55 fois 200 personnes de touchées par ces actions. Donc on voit que l'action de partage, on est vraiment dans de la prospection, dans de la visibilité au-delà de notre communauté, puisqu'on va toucher les amis des membres de notre communauté. Alors bien sûr, susciter l'envie, oui, mais on ne va pas oublier une chose, chaque fois qu'on rédige également un contenu, c'est de gérer la frustration client. De la gérer bien sûr quand il y a un commentaire négatif ou pas forcément négatif mais gênant, mais on va ne pas la créer non plus cette frustration. On va voir que parfois, même souvent, en analysant les stratégies social media ou l'animation de certaines pages, on se rend vite compte que la frustration elle est là et qu'elle a été créée par la marque elle-même. Là j'ai caché le nom pour pas dire qui avait fait cette publication qui n'était pas forcément très bien. Alors nous avons notre 400e fan, et même plus, bravo à Géo, je sais pas quoi. Il remporte un apéritif pour 2 accompagné d'une assiette d'antipasti à venir déguster au restaurant, un message avec la démarche à suivre dans votre mail Facebook. Encore bravo, et désolé pour les 401, 402, 403. Alors bien sûr, ça part d'une bonne intention. Le restaurant a voulu créer de l'interaction entre sa communauté et le restaurant, faire venir l'internaute dans le lieu, ce qui est très bien. Sauf que le fait de faire cette action, vous l'avez sans doute vu, hein, il y a plein de pages qui le font, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on va générer ? Bah clairement, on va générer de la frustration auprès des 399 autres. Tout ça pour récompenser une personne qui vient juste de rejoindre la page, qui connaît peut-être le restaurant ou pas d'ailleurs,
qui n'a pas d'engagement particulier pour l'instant avec le restaurant, bah, il en aura peut-être puisqu'il est invité. Donc on va l'avoir sans doute, il va venir. Mais à côté, on va avoir des gens qui, bah, tout d'un coup, vont se sentir déçus. On va dire, attendez, moi j'étais 303e, je suis là, je commande toutes les semaines, je viens au restaurant, en plus je suis client, et on me récompense pas, on récompense quelqu'un qui vient juste d'arriver. Donc en effet, on va vraiment générer de la frustration, et ce sont toutes ces petites actions quand on se trompe, qu'on voit pas forcément au départ, qui vont faire qu'un jour, dans les 399 autres, au moment de choisir un resto, ils penseront peut-être à un autre restaurant que celui-ci. Tout simplement parce qu'à un moment donné, on a généré une petite frustration, une deuxième, une troisième. Donc là, oui, on voit dur pour les fans de la première heure. Bon, bah là, la frustration est exprimée en plus. Mais il y a plein de gens qui ne vont pas l'exprimer. Et là, en l'occurrence, j'ai échangé avec la responsable du restaurant qui m'a dit, oui, clairement, là, on a fait une erreur. Bon, on l'a laissé, mais oui, je me pensais pas que ça pouvait rendre cette image. Ici, vous connaissez peut-être la brasserie bordelaise, je l'ai laissée parce que c'est pas gravissime, mais une publication toute simple. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de vous inscrire à cette soirée exceptionnelle. Oui, d'accord. Alors, il faut savoir que le fait d'écrire en lettres capitales comme ça, c'est plutôt agressif. Et c'est plutôt mal perçu par l'œil, qui va peut-être pas lire déjà jusqu'au bout. Et en plus, y a une connotation agressive. Et dans le fait de rédiger en lettres capitales comme ça, forcément, on va pas générer une image positive, en tout cas pas aussi positive qu'une invitation. Donc c'est un petit peu dommage que ce texte soit pas en cohérence avec le fait d'avoir une soirée exceptionnelle. Parce qu'une soirée exceptionnelle, quand on est invité en criant, tout de suite ça perd un peu de son charme, quoi. Donc voilà un petit peu quelques exemples sur la frustration, même si on peut en avoir plein d'autres, et souvent on n'en est pas conscient, hein. C'est vraiment des éléments de langage, de la communication, et c'est pour ça qu'on accompagne les entreprises pour éviter au maximum ces éléments de frustration. Donc si on devait synthétiser un petit peu, moi je vous ai fait un petit tableau parce qu'on s'inspire autant de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire en community management, parce que les deux sont vraiment importants. On le voit, on peut être plein de bonne volonté, on peut se tromper quand même et faire des actions qui ne sont pas profitables pour l'entreprise ou pour son image. Donc bien sûr, attirer la cible, donner envie, comme je vous l'ai dit, être intéressant avec de l'info, de l'actualité autour des produits, des services, mais aussi autour du champ de l'entreprise. Être interactif, bien sûr, répondre, interagir avec la communauté et être attentif à ce qui se dit dans les messages, toujours suivre ce qui se dit dans les commentaires, savoir y répondre. C'est primordial en community management, même si j'ai toujours cette petite anecdote de mon stagiaire qui me disait oui, enfin là ils ont commenté, je crois que c'était pour Cabourg, ils ont tous commenté, il y a 50 commentaires, ils sont contents, on va pas leur répondre à tous, on va juste mettre j'aime sur chaque commentaire. Je dis oui, bien sûr, on pourrait faire ça, mais ça, c'est pas du community management, parce qu'on n'est pas dans l'interaction. C'est comme si, je sais plus quelle était la publication en question, mais c'est vraiment comme si vous croisiez quelqu'un dans la rue qui vous dit « Ah, vous avez une très belle tenue, vous êtes très bien habillé ». Vous continuez à dire « Oh, c'est super, c'est quelque chose de positif », mais je réponds pas. Sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Quand quelqu'un aime votre photo, vous le dit, commente, interagit avec votre marque, eh bien, il faut lui répondre tout simplement, même si c'est positif, même si vous le prenez comme quelque chose d'acquis, la personne a fait un commentaire positif, le fait de lui répondre va engager la conversation, et c'est ce que cette personne souhaitait en vous parlant. Donc maintenant, on va voir la publicité ciblée. Comment on fait de la publicité sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, et on va voir comment ça se passe concrètement. Donc là, je vous ai mis un exemple client de Strato, qui est une chaîne de restauration rapide italienne, à Caen, qui se situe dans le centre commercial Côte de Nacre, pour ceux qui connaissent. Donc qui avait un problème de visibilité du fait d'être dans un centre commercial, et qui avait la particularité d'avoir... D'accord, on se dépêche. Donc qui avait la particularité d'avoir deux cibles, étudiantes et actives.
Donc on a fait une campagne auprès des étudiants de Caen, des 16, plus précisément des 16-27 ans, avec ce type de visuel. Puis on va vite passer à Luc et Léa. Donc cette publicité a généré 2800 clics. Le clic donc nous a coûté 17 centimes. On est très proche de l'AdWords en mode de fonctionnement. Et la particularité, c'est qu'on va pas payer le nombre de vues, on va payer uniquement le clic auprès de notre cible uniquement. Donc c'est-à-dire les gens qui rentraient pas dans notre ciblage de départ ne sont pas comptabilisés. Et puis on va voir l'exemple de Luc et Léa, ça va être plus intéressant avec Emmanuela. Bonjour. Vas-y. Donc Emmanuel Denis, je suis chef de projet digital au groupe Batteur, qui n'est pas un groupe de musique, mais un groupe spécialisé dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Donc aujourd'hui, on a environ 40 marques, des marques que vous connaissez certainement, qui sont vendues en pharmacie et parapharmacie. Donc pour vous donner des exemples, donc on a les marques Leno, Le Comptoir du Bain, Algotherm, Luc et Léa, Physiolac. Donc des marques soit pour la cosmétique, soit l'hygiène familiale et le quotidien d'une maman pour son bébé. Donc on a mis en place en fin 2012, début 2013, une stratégie 100% digitale pour la marque Luc et Léa. Et cette stratégie a été mise en place à l'occasion du lancement des biberons de la marque. Donc c'était en février 2013. Et à cette occasion, donc on a fait appel à Aurore pour nous soutenir dans le lancement de la marque sur les réseaux sociaux. Parce qu'un lancement ne se fait pas tout seul, on a besoin d'être accompagné, aussi bien pour générer de l'interaction, du contenu, mais aussi des publicités. Alors, comment ça s'est passé? Déjà, comme le disait Aurore tout à l'heure, on a travaillé sur notre stratégie, qui on voulait atteindre, donc de par notre cible, quel contenu on allait apporter et comment on allait susciter l'intérêt sur cette page Facebook. Parce que parler de nos produits, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça lasse. Donc on a essayé justement donc d'apporter un contenu différenciant. Non. Non. Tout à l'heure. Donc on a apporté un contenu différenciant. Donc je vous montrerai 2-3 exemples de contenu qu'on a mis en avant. Attends, je vais reculer. Qu'on a mis en avant sur la page Facebook. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la page a été créée en février 2013 et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a 60 000 fans qui nous suivent au quotidien. Donc là, 3 exemples de contenu. Le premier, c'était plutôt une opération de buzz, justement, qui s'est terminée hier. On a créé un calendrier de l'Avent spécialement pour nos fans Facebook. Donc c'est un calendrier de l'Avent avec plein de sucettes à l'intérieur. Et c'est un calendrier qui n'a pas été vendu. Donc c'était vraiment pour notre communauté Facebook. On a récompensé 10 fans. Et donc ils ont reçu... Et tu as eu combien de participants? J'ai eu 18 000 participations. Alors... c'est vrai qu'on a eu énormément de participation, mais on a eu énormément de frustration, puisque les gens nous disaient « oui, j'ai pas gagné, mais est-ce que je peux l'acheter ?» Alors on a juste envie de répondre « est-ce que vous êtes prêt à mettre 100 € dans un calendrier de l'Avent ?» Voilà, la réponse est non. Alors la deuxième type de contenu, cette semaine, il me semble, oui, c'était le 21 novembre. On a parlé de la journée nationale des nounous. Donc tout simplement, pour s'intéresser à la vie des mamans, à la vie des bébés, on leur pose des questions régulièrement et ça permet de générer de l'interaction entre le consommateur et la marque vers le consommateur. Et ensuite, dernier contenu, alors c'est un peu spécifique, toujours pareil, une opération de buzz sur la marque Luc et Léa. En fin d'année dernière, on a pris en photo un bébé. Et tous les mois, on l'anime d'une certaine manière en rapport avec nos produits, puisque faut savoir que Luc et Léa est réputé pour une collection de produits qui s'intitule J'aime. Donc tous les mois, on met en avant ce bébé avec soit un de nos produits et à côté, on fait une illustration. Par exemple, là, c'est J'aime mon doudou. Et donc c'est fait en interne par le studio. Et donc c'est pareil, ce sont des interactions qui suscitent énormément publications, qui suscitent énormément d'interactions sur la page Facebook.
Donc la page Facebook, c'est du contenu, mais c'est aussi de la publicité, puisqu'il faut recruter en permanence pour augmenter votre communauté. Donc Aurore va vous présenter On va faire vite. Donc en effet, pour atteindre 60 000 fans en 2 ans à peine, forcément, on a injecté un peu de budget en publicité. Et voici par exemple les 3 publicités qui fonctionnent le mieux aujourd'hui sur Facebook, puisque justement le fait de faire appel à une agence pour une campagne publicitaire, c'est l'optimisation de cette campagne. Quels sont les visuels qui fonctionnent le mieux, les textes qui fonctionnent le mieux, de façon à baisser le prix du clic au maximum et avoir un maximum de fans acquis par les campagnes de publicité. Donc justement, Emmanuel, vous parlez vraiment de l'emblème du produit phare. J'aime ma maman. J'aime ma maman, les sucettes. Donc forcément, ce sont ces 3 publicités qui fonctionnent très bien avec le biberon, le visuel du bébé. On voit bien que ce sont des visuels attractifs, mais sans les tester, on peut avoir des surprises. Et si on devait analyser cette campagne, ce qu'on a fait bien sûr, c'était ici un budget de 1 800 € d'injecter avec ces publicités Facebook. Bien sûr, par rapport à la cible qu'Emmanuel vous a présentée tout à l'heure. Un nombre de vues qui est de 370 000. Donc on a 370 000 personnes qui ont vu ces publicités s'afficher sur leur compte Facebook. Et uniquement des personnes qui rentrent dans la cible. C'est-à-dire qu'un homme n'a pas pu voir cette publicité, puisque de toute façon, il ne rentre pas dans la cible. On a 19 730 clics et on a acquis 13 900 fans sur cette campagne. Autant dire qu'elle est très très performante, puisque le prix d'un nouveau fan a été de 13 centimes. Donc là, c'est vraiment une campagne de publicité très performante qui a mis du temps avant d'être optimisée. Mais on voit bien que lorsqu'elle est optimisée, on voit la répartition. Là, on est entre 100 et 200 clics par jour sur la publicité, donc qui arrive directement sur la page Facebook. Donc une très très belle performance pour cette publicité. Donc l'outil publicitaire, pour résumer, c'est ma dernière slide, c'est un outil performant mais qu'il faut maîtriser, parce qu'on peut ne pas le maîtriser, se retrouver avec un coût du clic exorbitant et puis pas optimiser du tout son budget, notamment si le message ou le visuel n'est pas optimisé également, on ne transforme pas derrière ou mal. Il permet de cibler précisément et d'optimiser son budget. On a l'analyse des résultats qui est très intéressante, qui permet de savoir qui a cliqué dessus, c'est-à-dire quelle tranche d'âge, quelle zone géographique, le sexe des personnes qui ont cliqué, etc. Ça nous permet également de connaître les visuels et les textes qui ont le plus d'impact, notamment si on veut les utiliser dans d'autres campagnes. Si on sait que ce visuel-là fonctionne vraiment bien, c'est qu'il y a vraiment, qu'il est attractif et qu'on peut l'utiliser par ailleurs. Et ça permet de développer donc une communauté de manière qualitative, puisqu'on est vraiment sur notre cœur de cible. On a souhaité l'attirer, on le transforme et on commence à faire grossir notre communauté avec uniquement des contacts qualifiés et non pas, comme on peut l'entendre, des achats de fans à droite à gauche avec d'autres agences qui vont vous vendre 1000 fans pour, je dis des bêtises, pour 100 €, quoi. Là, on est sur du qualifié. Alors, autant optimiser votre budget en le dépensant dans l'outil publicitaire Facebook, puisqu'on va attirer vraiment la clientèle qu'on souhaite avoir sur notre page, sur notre communauté. Voilà, je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions, je ne sais pas si on a encore quelques minutes pour ça. Oui, vous m'entendez? Oui. Merci à toutes les deux. Ah oui, c'est pour ça que ça ne marche pas. Ok. Quelques questions? C'était convaincant, c'était clair, concis. Pas de questions justement sur le développement, la stratégie. Ou sur les marques médias du groupe Batteur. Ou sur effectivement la stratégie du groupe Batteur. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi il ne faut pas utiliser un profil et plutôt une page professionnelle un peu plus en détail? Alors tout simplement parce que déjà, d'une part, le profil personnel n'est pas voué à ça. Donc il est interdit pour une marque, une entreprise d'utiliser un profil personnel qui s'appellerait Pizza Antoine par exemple, pour une pizzeria. Enfin typiquement, je vois plein de pizzerias qui le font.
Donc premièrement, il peut être supprimé par Facebook à tout moment. Donc le fait d'avoir des amis, etc., d'avoir fait vos demandes de contact, eh bien un jour ou l'autre, il va être supprimé. C'est déjà arrivé à beaucoup de mes clients. Donc vous perdez tout. Donc faut tout recommencer avec une page pro. Deuxièmement, vous êtes limité à 5000 amis. Donc de toute façon, vous serez limité à un moment donné, même si je vous souhaite de les atteindre déjà. Et puis troisièmement, on n'a pas les outils marketing de Facebook, donc on n'a pas l'analyse de notre communauté, on ne sait pas qui se trouve dedans, les tranches d'âge, les zones géographiques. On peut pas promouvoir les publications ni faire de la publicité vers ce profil, donc on est vraiment pas au meilleur, c'est pas le meilleur outil pour développer sa communauté du tout. Même si il y en a beaucoup qui se trompent et qui commencent par là, mais nous on a des outils et avec les équipes Facebook, on transforme ces profils-là en pages de façon à ce que vous perdiez pas tout ce que vous avez fait depuis le début. Alors une petite question ici. Du coup, ici dans le coin là. Plutôt pour le groupe batteur d'ailleurs, Facebook c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, y compris le week-end du coup. Comment vous gérez les commentaires le week-end? Ça c'est la première question. Et est-ce qu'il y a des moments particuliers dans la journée où il y a plus d'activités? Si oui, lesquels? Alors, comment les commentaires sont gérés? Avec mes 10 doigts. Donc voilà, 7 jours sur 7. Et on va pas dire 24 sur 24 puisque je dors la nuit. Mais voilà, c'est vrai que d'être sur les réseaux sociaux, ça engendre, je vais pas dire beaucoup de sacrifices, mais voilà, faut être connecté en permanence. Faut toujours être à l'affût de l'information qui tombe sur votre page. Faut toujours gérer le commentaire négatif qui peut être publié. Donc voilà, faut être 100% connecté. Et la deuxième question, pardon. À quel moment il y a des pics de fréquentation, de commentaires? Alors nous, clairement, c'est le mercredi après-midi, tout simplement. Parce que... Voilà. Voilà, c'est le mercredi après-midi, les enfants ne sont pas à l'école, il y a des mamans ou des papas qui travaillent à 90%, 80%, donc qui ont plus de temps pour aller sur les réseaux sociaux. Il y a aussi également le week-end, mais le week-end c'est plutôt consacré à la famille, donc voilà. Mais il faut savoir que la présence elle est vraiment le mercredi après-midi, et c'est aussi pour ça que tous les mercredis, nous sur la page Facebook Luc et Léa, on organise un jeu pour permettre de gagner des produits. Et pour rebondir aussi sur les timings, il faut savoir que chaque stratégie va avoir ses propres timings. Ça dépend bien sûr de la cible, de ses usages. En l'occurrence là, pour les jeunes mamans. Donc ça va vraiment dépendre du secteur d'activité. Donc il n'y a pas de bon moment qui puisse correspondre à tout le monde en tout cas, parce que chaque cible et chaque secteur d'activité va avoir des moments privilégiés. Il y a des communautés sur lesquelles publier le week-end ça va avoir aucun impact, et il y a des communautés sur lesquelles le week-end on va avoir des pics de fréquentation. Donc c'est très particulier. Merci. Une dernière question? Non? Très bien. Merci encore. Merci Emmanuel. Aurore.